monde. Merci à toutes et tous d'être présents avec nous pour un sujet très important, le féminisme. Donc cette table ronde se nomme du mouvement social aux politiques publiques, l'exemple espagnol, et nous allons passer 1 heure ensemble pour voir comment les politiques publiques espagnoles ont pu accompagner le mouvement féministe et comment nous, en France, on pourrait peut-être s'en inspirer un petit peu plus. Donc je suis Pascale Martin, cofondatrice de l'Après et ex-députée de Dordogne. Je suis aussi celle qui a dénoncé un manque d'empathie d'un dirigeant politique. Je me demandais si le mot empathie était tout à fait, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Il aurait été peut-être un peu trop violent, l'autre mot que j'aurais voulu utiliser, donc on va dire ça comme ça. Un manque d'empathie d'un dirigeant politique pour une victime de violence conjugale au profit de son agresseur. J'aurais pas forcément souhaité avoir cette marque de fabrique, mais il se trouve que c'est celle-ci maintenant qui m'est accolée et après tout, j'en suis fière puisque ça correspond aux valeurs féministes que je défends depuis fort longtemps. Je vais maintenant vous présenter les différentes intervenantes. Donc j'excuse Anna Cuesta de choisir la cause des femmes qui est indisponible parce qu'elle est aphone, donc elle ne pouvait évidemment pas participer à une table ronde si elle n'avait plus de voix. Donc tout à fait à l'extrême droite, juste c'est une position physique, hein. Excusez-moi Carole Vignals. Donc Carole Vignals est chercheure, elle est professeure d'université et elle a surtout une double compétence, la question ibérique et la question du féminisme espagnol. Donc elle va nous expliquer ce fameux phénomène espagnol. Et puis Céline Picq qui est présente aussi à nos côtés pour nous parler de la coalition pour la loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles. Donc vous avez d'ailleurs la brochure qui a été imprimée et dont vous pourrez disposer si vous le souhaitez. Là sur l'estrade, je vois déjà une dame qui se précipite. Voilà, mais sinon elle est évidemment disponible en ligne, hein. C'est mon côté un peu vintage, comme m'a dit une de mes camarades. J'aime bien le papier encore, même si ça a des conséquences sur la nature. Et puis à ma gauche, Sarah Durocher, présidente du planning familial, qui nous parlera, j'ai envie de dire, de tout ce qu'il faudrait mettre en place en matière de prévention pour ne pas arriver à ces situations de violence faites aux femmes. Donc le mouvement social, puisque notre intitulé parle du mouvement social aux politiques publiques, le mouvement social en fait c'est nous toutes et tous qui sommes dans cette salle, et je pense que la société elle doit réparer ce qu'elle n'a pas su prévenir justement. La prise de parole a un coût, elle a un coût d'ailleurs dont on parle beaucoup ces derniers jours puisque il y a une étude de la Fondation des femmes qui est sortie il y a quelques jours. Elle a un coût d'accompagnement, elle a un coût pour le logement, elle a un coût pour les soins, pour la police, pour la justice, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au sein du travail qui a été mené par les différentes associations qui participent à la coalition. Le mouvement MeToo, qui est né en 2006, donc ça fait déjà un grand nombre d'années, il a été suivi de la popularisation du hashtag MeToo. Il a permis la libération de la parole en passant du singulier au collectif, c'est-à-dire que les femmes, en prenant la parole, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules, et ça c'était très important pour elles. Mais après, il faut effectivement que la société soit en capacité de mettre en place des mesures réparatrices. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malgré 2 quinquennats de Macron qui nous ont dit que la première cause nationale c'était les violences faites aux femmes, le résultat il n'est pas du tout au rendez-vous, et les baisses budgétaires que nous sommes en train de vivre vont sans doute aussi, et déjà elles le montrent, hein, c'est même pas, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Il y a déjà des centres du planning familial qui sont en difficulté, des centres d'information des droits des femmes et de la famille, CIDFF, qui sont en difficulté. Donc il ne suffit pas d'avoir des belles injonctions, de dire que la première cause nationale c'est les droits des femmes. Il faut après qu'il y ait les mesures d'accompagnement nécessaires.
Donc en 2017, le 39-19, au moment où MeToo avait une grande ampleur dans notre pays, le 39-19 ne pouvait pas répondre à un appel sur 4. Donc c'était assez catastrophique, ça montre le manque de moyens qu'il y avait par rapport à cette question. Et 8 ans après, quelles politiques publiques on peut mettre en place par rapport à ça? Quelles politiques publiques ont été mises en place? Eh bien, c'est pas le néant total, puisqu'il y a quand même je pense que les intervenantes vont nous le dire, c'est pas le néant total, mais on n'y est pas encore. À ce qui se passe en Espagne, j'ai eu l'occasion de faire un déplacement parlementaire quand j'étais députée en Espagne, et on a pu voir, par exemple, que le ministère des droits des femmes est très proactif sur les questions des féminicides, que dès qu'il y a un féminicide, il y a une cellule de crise qui se met en place au sein du ministère, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Madame Aurore Berger, pour l'instant, n'a pas pris les choses à bras-le-corps, si on peut dire, et donc il y a un réel manque. Donc plus de 70% des associations féministes voient leur santé financière dégradée par rapport à 2024. Donc là, on est actuellement dans cette situation, et majoritairement à cause des baisses de subventions. Donc la Fondation des femmes, je vous le disais, a sorti cette enquête, et dans cette enquête, elle met en exergue le fait qu'il y a 15% de baisse de subventions pour les structures qui s'occupent d'accompagnement des femmes. Cela induit directement les fermetures de structures, et ça veut dire aussi que dans cette année, il y aura 6200 femmes qui ne seront pas accompagnées du fait de ces baisses de structure, et donc une des conséquences possibles, c'est la montée des féminicides. Je rappelle que les féminicides interviennent au moment de la séparation, la plupart du temps, majoritairement, au moment des séparations. Peut-être, je vais émettre quelques hypothèses, j'ai quelques réponses, mais je vous laisse y réfléchir. Peut-être parce que les hommes ne supportent pas que les femmes les quittent. Donc là aussi, il y a peut-être à réfléchir à nos positionnements par rapport à notre manière de faire société. Donc le budget actuel, il est de 184 millions. Vous savez combien on réclame? Combien on réclame? Il y en a qui le savent dans la salle, forcément. Alors on réclame plus 1 milliard, on réclame 3 milliards. Même 5, voilà. Les enchères... Non, mais en fait, il faut énormément de moyens. Les 184 millions, là, c'est d'un ridicule absolu. Donc, je passe maintenant la parole à Carole Vignals. Vous pouvez, bien sûr, mesdames, compléter la présentation succincte que j'ai pu faire de vos parcours, si vous le souhaitez. Et donc, je le rappelle, Carole Vignals est spécialiste de la question espagnole et du féminisme en Espagne. À toi, Carole. Voilà. Alors juste un petit truc, Pascal. Je suis pas professeur des universités, je suis maître de conférences depuis plus de 20 ans, et je fais partie de ces gens qui ne seront jamais professeurs des universités et qui resteront toujours maîtres de conférences. Donc je me remets dans mon petit grade. Hein. Non, mais voilà. Ça n'enlève rien à tes qualités. Au contraire, je dirais même. Voilà. Alors, bon. Les structures de pouvoir, elles sont ce qu'elles sont partout, c'est bien. Alors moi, je voudrais commencer par dire qu'on va nous parler brillamment d'une proposition de loi, mais vous savez, les propositions de loi, elles ne commencent pas par des partis politiques. Hein. Il y a un début à certaines propositions de loi. Donc je vais commencer par vous parler du début un petit peu de la de cette évolution de l'Espagne, si exemplaire vue de l'extérieur, mais qui en fait est le reflet d'une violence intrinsèque qui a pu être extrême. Alors, vous savez qu'en 2019, la ville de Séville, qui est une très très grande ville andalouse, hein, c'est la capitale de l'Andalousie, a débaptisé une de ses rues pour lui donner le nom en février 2019, le nom d'Ana Orantes. Alors, je vais vous dire un petit mot d'Ana Orantes, parce que sans Ana Orantes, il y aurait probablement pas eu de loi de violence de genre en Espagne. Voilà. Et Ana Orantes, elle est à l'origine de cette loi, cette dame. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qui elle est. Il y en a qui savent pas. Donc, vous voulez que je vous raconte? Voilà. Donc, je vais donc raconter pour ceux qui savent pas. Alors, Ana Orantes, c'est une dame qui avait la soixantaine, qui dans un programme télé sur Canal Sur, parce qu'on a des télévisions régionales en Espagne, avait été invitée et elle avait raconté comment son mari l'avait maltraitée physiquement et psychologiquement pendant 40 ans. Et 13 jours après son témoignage à la télé, son ex-mari l'assassine. Voilà.
Et alors c'est très frappant, des fois je le montre à mes étudiants, parce qu'ils ont rediffusé l'émission. Et dans la rediffusion de l'émission, il y a la présentatrice de cette émission qui dit on a reçu cette femme il y a 13 jours, il s'est passé quelque chose d'horrible, je me sens responsable, les producteurs de l'émission sont responsables, et elle dit et toute la société espagnole est responsable de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que donc ce que cette femme raconte, c'est 40 ans de maltraitance. Surtout, elle précise bien, et c'est ça qui est très touchant, comment elle a rencontré son mari. Elle était très jeune. Comment elle lui dit dès le départ, de toute façon, t'es une femme perdue, hein, c'est ce qu'on disait à l'époque, hein, t'es une femme perdue, parce que je vais dire à tout le monde que t'es une femme perdue. Enfin, une femme perdue, on sait tous ce que c'est qu'une femme perdue, donc aucun homme ne s'approchera jamais de toi, hein, puisque tu es désormais une femme perdue. Et donc, à travers ce témoignage, ce qu'elle a mis aussi en valeur, c'est les violences psychologiques. C'est-à-dire que sans cette violence psychologique-là, elle ne serait pas arrivée, évidemment, à subir toutes les violences psychologiques qu'elle a subies pendant 40 ans. Dans ce témoignage, elle raconte aussi, c'est extrêmement frappant, d'une voix très posée, elle raconte qu'elle a essayé de divorcer en 86, qu'un juge n'a pas voulu l'admettre, hein, qu'en 96, elle a réussi à obtenir enfin le divorce, mais qu'ils ont partagé la maison, puisque je ne sais plus si c'est ton mari qui vivait au-dessus ou elle en dessous, hein, mais c'est ce qui, évidemment, a causé son assassinat postérieur, puisque après 40 ans de maltraitance, un juge les a obligés, tous les deux, le bourreau et la victime, à habiter dans la même maison, ceci par une décision de justice. Voilà. Et cette femme a donc été à l'origine de toutes ces lois, puisque son témoignage a eu lieu en 97, et c'est dès 99 qu'on a modifié le code pénal pour caractériser la violence psychologique, qui n'existait pas avant, et sans ce qui s'est passé par rapport à cette femme, la société n'aurait pas pris conscience à quel point la violence de genre est un phénomène extrêmement grave et qu'il faut vraiment une protection des victimes, parce que ce qui caractérise la loi de 2004, c'est pas seulement qu'elle punit les agresseurs, c'est que ce qui a été mis en avant à travers le cas de cette femme, c'est il est nécessaire de déclencher une protection immédiate des victimes en cas de danger imminent et avéré. Et c'est ça qui a été très important à travers ce cas-là, parce que vous savez comme moi qu'en fait, pour que les politiques fassent des choses, il faut que la société elle-même prenne conscience des problèmes et se mobilise, hein, parce que c'est la société qui fait bouger la loi, hein, c'est pas la loi qui fait bouger la société dans bien des cas. Enfin, après, ce sont des choses qui se discutent. Alors, suite à tout ceci, vous savez qu'en 2002, le Parti socialiste, c'était la droite qui gouvernait à l'époque, avait fait une proposition de loi, hein, qui évidemment n'a pas été adoptée parce que c'était la droite qui était majoritaire en 2002. Hein. Et c'est seulement avec les élections de 2004 et l'arrivée des socialistes au pouvoir, c'est le gouvernement de Zapatero, Rodríguez Zapatero, que ce projet de loi intégral contre la violence de genre a été voté en 2004. Alors c'est un projet de loi intégral, et ça c'est extrêmement important. Alors à titre personnel, ce dont je me souviens, c'est que ce qui a été voté, c'est qu'il y avait des spots aussi à la télé, parce que c'est une campagne de sensibilisation collective, et c'était des spots. C'est comme en France, vous savez, il faut manger 4 fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour, enfin je sais pas, il faut faire du sport, etc. Et ben les Espagnols, ils y avaient droit, 5 fois au milieu de la série télé. Il n'a pas le droit de te parler comme ça. Il n'a pas le droit de te demander ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'il se lève, etc. C'était des spots qui étaient, c'était presque du matraquage. Alors à titre personnel, j'ai une amie, Maria Jesus, qui était de Séville aussi. Sa mère qui subissait des maltraitances physiques de la part de son père depuis 40 ans. Un jour, il lui a donné une rouste, et à force de voir des spots, elle lui a rendu la rouste. Et ils ont divorcé. Bon, ils avaient 86 ans. C'est un drame familial. Voilà. Mais ça montre bien que même à 80 ans, une femme peut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Et ça, c'était pas la loi qui a dit ça, c'est une campagne de prévention. Ils ont vraiment mis le paquet à l'époque. Et là, ça a eu un véritable effet au niveau sociétal. C'est-à-dire qu'on a vraiment intégré qu'il y a des choses qui ne se font pas. Alors, évidemment, bon, j'ai 10 minutes, donc je vais très vite, parce que je vais balayer le tout très très vite. Après, on va répondre aux questions. Donc, cette loi est très très intéressante parce que il y a l'idée de protection qui est dedans, une protection juridique.
avec, et ça ils avaient mis l'accent dessus, éliminer le sentiment de faute par rapport aux femmes. C'est-à-dire une femme se dit, c'est moi qui me suis mise dans cette situation-là, je suis responsable de ce qui m'arrive, il y a bien quelque chose chez moi qui déconne pour qu'on me traite comme ça, hein, voilà. Et là on remet justement en place le système de l'agresseur, l'agressé et la victime. Donc c'est une loi qui met vraiment le paquet sur la prévention, hein, qui caractérise ce genre de délit. C'est une loi qui est systémique, c'est une loi qui est transversale. Dès les premiers, ce qui est intéressant toujours quand on lit une loi, c'est les considérants. Vous savez, avant de lire la loi, tu lis les considérants et tu as toujours les idées générales. Et dans les considérants, il y a vraiment cette idée, il faut sortir du cadre privé la violence de genre parce que c'est un problème sociétal. Hein. Il faut vraiment s'en emparer dans l'espace juridique. Parce que l'espace juridique n'avait pas fait sa place justement à ce type de violence. Il faut reconnaître, c'est dans les considérants de la loi, son caractère structurel. C'est quelque chose de structurel. Alors évidemment, après, il y a tous les outils qui ont été mis au service des gens, des outils d'information avec un numéro téléphonique, je parle de 2004. La création de tribunaux spécialisés dans les violences faites aux femmes. Parce qu'on est tous conscients que c'est vrai, le féminin, c'est une sensibilité. Il y a des hommes qui peuvent être sensibles à ce genre de choses. C'est pas ça, mais il y a des hommes qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que c'est aussi avoir des juges qui aient quand même une certaine formation, qui soient sensibles à un certain type de problématique. Parce qu'évidemment, une violence qui est une violence structurelle, qui n'est pas récente. Voilà, il faut être bien conscient de ces mécanismes pour pouvoir juger. Donc il y a même eu comme on dit en français, una fiscalia, c'est un los procuradores, oui, non, c'est pas ça, ça reviendra tout à l'heure. Non, mais il y a un terme spécifique. Voilà, donc ils ont mis en place au niveau juridique. Oui, mais une justice spécialisée, pas seulement au niveau des juges, mais également au niveau ça va revenir tout à l'heure, le mot en français. Los procuradores, c'est les... Oui, mais c'est excusez-moi, il y a un terme spécifique pour ça. Bref, une spécialisation de la justice dans des problématiques qui sont des problématiques extrêmement spécifiques. Et ça, c'était extrêmement important. Alors, quel a été le bilan? J'ai 10 minutes, il me reste 3 minutes, je vais encore plus vite. Bon. Voilà, bon, alors voilà. Donc, le bilan, c'est vraiment une explosion des plaintes. Après cette loi, il y a vraiment une explosion des plaintes qui est passée dans les années 90 de 17 000 par an en 2018 à 167 000. Non, ça c'est le chiffre officiel du ministère. Donc, l'explosion des plaintes, elle était là. Bon. Alors, en Espagne, on a un Defensor del Pueblo. Après, j'ai toujours du mal à traduire, moi. En France, ils l'ont copié. Après, c'est le défenseur des droits, voilà. Donc, le défenseur des droits, c'est lui qui a fait des rapports. Vous allez sur le site du défenseur des droits en Espagne, le Defensor del Pueblo, vous trouvez les chiffres. Alors, on avait une moyenne, c'est horrible, de 84 assassinats machistes par an. Et là, on a quand même on est resté à une limite de 52 par an. Ils n'arrivent pas trop à les faire descendre. Voilà. Donc, il y a une descente, mais on peut pas dire, je suis désolée, mais on peut pas dire que ce soit quelque chose voilà, la loi ne peut pas faire par rapport à des violences structurelles qui sont des violences, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à les faire descendre, même si c'est pas voilà. Alors, il y a eu d'autres lois, comme c'est la directrice du planning familial qui est là. Il y a en 2010, Zapatero, il a fait d'autres choses. Il a fait la loi c'était pour la salud sexuelle. Donc c'était une loi sur l'avortement qui allongeait le délai, l'assistance sexuelle aux handicapés, voilà, ce genre de choses. Je vais pas revenir dessus, comme vous étiez là, je me suis dit, je vais te dire un petit peu, voilà, parce que voilà, elle est là. C'est ça. Alors ce qui s'est passé en Espagne, et ça faut quand même le souligner, c'est que vous savez, il y a eu la crise économique de 2008, qui en Espagne a eu des conséquences assez brutales. Donc du coup, Zapatero, il a perdu les élections puisqu'il a convoqué des élections anticipées en 2011. Donc c'est la droite qui est arrivée au pouvoir. Donc tout ce système, cet outil juridique, il est resté là, mais comme on a enlevé les sous, crise économique oblige, si tu fais des trucs et tu mets pas les sous derrière, de toute façon, voilà. Donc on parle toujours d'un modèle espagnol. On a sans doute raison, mais il faut quand même, relativiser un petit peu. Après, si tu mets pas les sous, tu vas beau faire des lois, ça marche pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Donc on avait un premier gouvernement socialiste de 2004 qui a été renversé, non, il a perdu ses élections en 2011.
Alors après, il y a une deuxième loi. Au départ, on m'avait dit de parler de cette deuxième loi, qui est la loi de 2022, mais je suis obligée de parler de la loi de 2024, parce qu'en fait, la loi de 2022, les victimes d'agressions sexuelles, on les compare aux victimes de violences de genre. Donc en fait, la loi de 2022 ne peut pas se comprendre si on ne sait pas qu'avant, il y avait la loi de 2024. D'accord? Donc c'est de 2004, et après 2022. Vous avez compris, quand je dis n'importe quoi, vous comprenez? C'est pour savoir si vous suivez. Voilà. Alors comme d'habitude, dans ce genre de phénomène, la société espagnole, c'est peut-être parce qu'on est latin, je suis espagnole, hein, ça ne s'entend pas, mais c'est une société qui est très réactive, pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses d'ailleurs, hein, mais donc évidemment, ce qui est arrivé à Ana Orantes, évidemment, beaucoup de gens étaient dans la rue. Et vous savez, là, je ne vais pas vous expliquer ce qui s'était passé, le viol de Pamplune en 2016, hein, vous savez que les Espagnols aiment bien les corridas, dans les rues de Pamplune, on lâche des petits taureaux, hein, c'est très touristique, et Mingui le savait, c'est la grande fête, les Espagnols aiment bien la fiesta, et il y a eu un viol qui a quand même défrayé la chronique, hein, c'est le viol de Los Sanfermines de 2016. Il a défrayé la chronique pour plusieurs raisons. Alors d'abord à l'époque, et ça a été changé depuis, hein, la sentence de départ, la première sentence, parce qu'après ils ont été rejugés, hein, c'était une sentence qui a condamné les agresseurs, ils étaient 5 à 8 ans pour abus sexuels continus et non pour agression sexuelle, parce qu'à l'époque, dans le code pénal, il y avait une différence entre abus et agression. Qui dit agression dit violence ou contrainte. Cette pauvre fille étant saoule, elle n'avait pas été objectivement battue, mais quand t'as 5 mecs baraqués, dont 2 étaient militaires, l'un garde civil, ma foi, on peut supposer que il n'y avait pas égalité des armes en l'espèce. Enfin bon, voilà. Hein, bon, du coup, bon, ça a été caractérisé comme étant un abus. Ce qui peut être contestable d'ailleurs, parce que la contrainte et l'intimidation tacitement, elles étaient quand même là, mais bon, c'était un abus. Du coup, el fiscal, ça va revenir tout à l'heure, demandait 22 ans de prison, ils n'en ont eu que 8. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'était moins la caractérisation, la typification, que l'un des juges, ils étaient 3. Vous savez qu'en Espagne comme en France, c'est collégial en général, hein, sauf pour le juge des contentieux de la protection et le juge des familles, mais normalement c'est toujours du collégial en justice. On se dit que quand on met plus de personnes, voilà, on essaye d'équilibrer un peu, voilà. Mais il y avait 3 juges. Et sur les 3, il y en a un quand même, on va pas citer son nom, hein, qui a dit que voilà, on a le droit de s'amuser et il fallait pas les condamner, hein, voilà. Bon. Et c'est justement le commentaire de ce juge et l'avis de ce juge qui avait l'air de dire il n'y a pas mort d'homme, hein, voilà, c'est la fête, on s'amuse, qui a carrément mis le feu aux poudres, vous voyez, au niveau de la société espagnole, parce qu'évidemment la pauvre fille, elle avait 18 ans, elle avait 5 gars en face, voilà. C'est une définition de l'amusement qui était quand même un petit peu particulière, voilà. Donc, d'autant plus que 2 ou 3 ans avant, je ne sais plus, il y avait une fille qui en était morte parce que justement, elle s'était rebiffée, donc on savait bien que Los Sanfermines, c'était un petit peu particulier quand les gens décident, entre guillemets, de s'amuser. Bref. Émoi de la société espagnole par rapport à tout ça. Donc pour la petite histoire, vous allez dire, elle aime bien raconter des petites histoires, mais c'est quand même un petit peu moins chiant de raconter des petites histoires. Donc pour la petite histoire, j'étais retournée à Séville, juste après que la sentence soit rendue, et il y avait des petits avis devant certaines boutiques qui disaient, parce qu'ils étaient ces charmants garçons, ils ont tout filmé, hein, en plus ils ont mis sur les réseaux, enfin c'était des gens charmants, qui avaient mis des petits cartels à l'entrée de leur boutique en disant ce magasin est interdit aux membres de la meute, hein, parce qu'ils s'étaient eux-mêmes dénommés les membres de la meute. Ça vous donne une idée, parce qu'ils étaient sévillans, à quel point la société espagnole a viscéralement réagi, entre autres, aux propos de ce juge qui avait une certaine définition de l'amusement, qui heureusement n'était pas du goût de tout le monde. Juste pour la petite histoire, par rapport à la société espagnole, vous allez dire, je reviens en arrière, je suis un petit peu décousue, mais bon, je suis comme ça. Donc on a eu la loi de 2010 de santé sexuelle, donc qui a élargi le délai. Je vous ai dit que la droite avait après remporté la majorité en 2011. Il y a eu un monsieur qui s'appelle Gallardón, qui a essayé en 2016 de réduire drastiquement le droit à l'avortement.
Parce que la droite espagnole il y a une base catho, chez nous aussi, mais il faut pas le dire, mais chez eux, c'est vraiment très, très puissant quand même. Et là, il y a eu un gros mouvement au niveau de la société espagnole. Non, mais oui, mais c'était très frappant parce que, et là, tu te dis, waouh! Voilà. Et tu voyais des présentatrices, ça m'a frappé au journal télé, des nanas hyper manucurées et tout, avec des ongles comme ça, elles allaient se jeter sur le ministre Gallardón. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la société espagnole, l'avortement, elle y tenait, vraiment. Et ils n'ont pas réussi parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai. Ça, c'est très important quand la société prend conscience qu'il y a des choses, tu les as, on peut pas te les retirer. Là, ils se sont accrochés et la droite était là et ils ont tenu. Voilà. Bon. Alors, je reviens à tout ceci. Voilà. Penser à conclure, mais... Voilà, donc je vais conclure deux mots pour vous dire que donc le truc dont je devais parler, donc si vous voulez on en parlera tout à l'heure quand on va en causer, c'est que en 2019, donc il y a eu une coalition, pour la première fois une coalition entre la gauche plus à gauche, et ça s'appelait Podemos à l'époque, mais il y en avait d'autres, et la gauche plus socialiste, voilà. Et ils ont fait le fameux Pacto del Abrazo, et c'est là qu'ils ont fait voter une loi sur, c'était le nom, c'est la Ley Integral de Libertad Sexual. Bon, on a appelé, donc c'est une loi qui a été votée en 2022 sous l'impulsion de la gauche, mais qui a été votée aussi par la gauche tout court. C'est une loi dont on a donné le petit nom, c'est la Ley del Solo Si es Si. Voilà, mais en fait, c'est de la réduire un petit peu parce que c'est une loi qui parle aussi de la soumission chimique. C'est une loi qui parle aussi du harcèlement sur le net. C'est une loi, voilà. Alors, on l'a réduit au thème du consentement et derrière cette loi, il y avait évidemment, comme en Espagne toujours, les événements de la manada, de la meute de 2016 qui expliquent que cette loi ait été votée, certes au milieu des polémiques, et je m'arrête là pour ne pas être trop chiante. Et si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. Merci, Carole. Donc en fait, chaque intervenante a une dizaine de minutes pour intervenir et tout de suite après, la parole est à vous. Donc réfléchissez déjà aux questions, aux remarques que vous voudriez faire par rapport à ce que vous êtes en train d'entendre. Je vais donner maintenant la parole à Céline Picq pour la coalition pour la loi cadre. Je trouve que ça fait bien le lien avec ce que vient de nous dire Carole, puisque ce qui s'est passé en Espagne, on le voit, et c'était quand même un peu précurseur. Et nous, on aimerait bien en être à ce point. Moi, je trouve que les spots à la télé, à l'heure où tout le monde est devant sa télé, c'est une super bonne idée. Alors, ça coûte à peine un peu d'argent par rapport à tout l'argent qui peut être dépensé des fois pour des choses assez inutiles. Donc, ça serait une idée à retenir. Et donc, Céline va nous parler de cette coalition, comment elle est née, combien d'associations sont mobilisées autour de ce projet de loi cadre, sachant que pour l'instant, la ministre, enfin, tu vas nous le dire, peut-être que tu as des informations exceptionnelles à nous révéler par rapport à la réaction du ministère sur cette loi cadre. Merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la mobilisation sur la loi intégrale qui est en cours. C'est une mobilisation importante, surtout au regard de ce qui se passe en France. Je rappelle que MeToo, c'est 2017. Et en même temps, peut-être que vous vous souvenez, mais c'était la grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et pour l'égalité femmes-hommes. Mais ça a été une grande cause qui a jamais été financée. Donc, ça a été beaucoup de blabla, beaucoup de vent. Et beaucoup de saupoudrage. Donc on a quand même obtenu des mini-mesures. Par exemple, moi je me suis battue beaucoup avec d'autres associations sur la question du seuil d'âge, sur une redéfinition du viol sur mineurs. En dessous de 15 ans, c'est un viol. Voilà, on a eu quelques petites avancées, mais vraiment à la marge, sans résoudre le problème des moyens, et puis des mesures éparses. Et on voit bien dans l'exemple espagnol que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut penser cette loi intégrale comme une compréhension globale de ce qu'on appelle le continuum des violences masculines et qu'il faut avoir un paquet de mesures qui fassent cohérence et qui n'oublient rien. On peut pas travailler sur le volet législatif ou judiciaire sans travailler sur l'aspect d'éducation et de prévention sur lequel j'imagine Sarah va plus développer également les choses. Donc une loi intégrale, c'est une loi qui permette d'embrasser l'ensemble des problématiques et on a décidé de se concentrer sur cette loi intégrale sur la question des violences sexuelles.
les violences sexuelles dans toute sa diversité. Donc, c'est bien sûr les viols et l'agression sexuelle, mais ça va être aussi les mutilations sexuelles, ça va être aussi la question des violences gynécologiques et obstétricales. Je vais faire un petit peu le détail, mais vraiment au sens large, les cyberviolences sexistes et sexuelles en ligne. On en parle beaucoup en ce moment, donc c'est extrêmement large. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis un peu autour de la table, et je pense que la résonance aujourd'hui de la loi intégrale, elle est forte aussi parce qu'on a des procès comme en Espagne, et le premier d'entre eux, le plus récent en tout cas, c'est le procès Mazan, qui a été un procès suivi dans le monde entier, qui a eu un écho énorme, et je pense que grâce effectivement au courage de Gisèle Pelicot qui a refusé le huis clos et qui a permis cette médiatisation très forte, aujourd'hui on a, j'espère, une possibilité de faire porter ces propositions de loi, ces propositions de politique publique en faveur contre les violences sexuelles davantage grâce à ce type de procès aussi qui mettent le projecteur sur les violences sexuelles. Alors d'abord on a dans ce magnifique document, vraiment je vous incite à le lire, on a voulu le faire synthétique pour que chacun et chacune puisse le lire, définit d'abord une forme de méthode. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode? C'est déjà d'acter que l'expertise vient des associations de terrain. Les associations de terrain qui accompagnent les femmes victimes de violences, les associations de protection de l'enfance sont celles qui ont l'expertise et qui ont la compréhension des problématiques. Donc, premièrement, s'appuyer sur cette expérience-là. Deuxièmement, dans les dispositions générales, on a acté qu'il fallait une politique continue et coordonnée avec un ministère de plein droit. C'est-à-dire qu'on en arrête avec le saupoudrage, mais qu'on ait une vision à long terme, structurelle, pour répondre effectivement à des violences qui sont elles aussi structurelles. Dernière chose, ensuite il faut un budget. C'est ce qui nous a manqué sur la grande cause. Et effectivement, on chiffre aujourd'hui 2,6 milliards pour la lutte contre l'ensemble des violences sexistes et sexuelles, dont 344 millions sur les violences sexuelles uniquement, qui nous concernent aujourd'hui. Ensuite, dans les principes, il nous a semblé essentiel d'avoir une lecture intersectionnelle. Pourquoi c'est important? Parce que quand on cumule les oppressions, on a des prévalences de violences masculines qui sont démultipliées. Et donc, en particulier, de mettre aussi, d'avoir aucun angle mort, en particulier pour les violences subies par les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes sans abri. Un chiffre absolument terrible, c'est que après 1 an à la rue, 100% des femmes ont vécu des violences sexuelles et des femmes exploitées sexuellement dans la prostitution en particulier. Donc lecture intersectionnelle et puis la question des chiffres. On ne peut pas combattre correctement ce qu'on ne mesure pas bien et aujourd'hui on a des chiffres extrêmement parcellaires. Par exemple, quand les associations féministes avancent un chiffre sur les classements sans suite, le gouvernement dit qu'il n'est pas d'accord. Donc on a besoin d'avoir des mesures et sans angle mort sur l'ensemble des violences. Il y a un certain nombre de violences qu'on est incapable aujourd'hui de mesurer correctement. Et puis, dernière chose, et là je pense que Sarah va aussi en parler, donc le financement des associations qui soit pérenne, d'accord, pérenne et à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, ce n'est pas non plus le cas. Donc ça, c'est, je dirais, les conditions nécessaires d'une politique ambitieuse. Et ensuite, dans la structure sur la loi intégrale et les propositions qu'on a construites conjointement, on a ce document qui est aujourd'hui signé par 140 structures, associations féministes, associations de protection de l'enfance, syndicats, etc. Je vous laisse voir la liste des signataires. 140 structures qui se sont unies et qui ont réussi à avoir un document cohérent, exhaustif, et qu'on va aujourd'hui essayer de porter pour que ça se transforme en politique publique pour l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 140 mesures? Je vais aller très vite, mais quand même de façon assez détaillée. Le premier axe, c'est
sensibiliser, former, éduquer. Ça, c'est la base, parce que les violences masculines, c'est avant tout du fait d'un certain nombre d'archétypes sexistes, de ce qu'on appelle la culture du viol. Et si on n'est pas dans la prévention, alors ça passe par l'éducation, la sensibilisation, ça c'est absolument essentiel. Je laisserai Sarah en parler également. Et puis la formation obligatoire, initiale et continue de l'ensemble des professionnels qui sont en lien avec les victimes. Ça veut dire les médecins, ça veut dire les enseignants et les enseignantes qui sont en contact des enfants, qui sont particulièrement touchés par les violences sexuelles. Ça veut dire bien sûr toute la chaîne police-justice. Ça veut dire les travailleurs et les travailleuses sociales. Ça veut dire l'ensemble des professionnels qui ont un lien avec les victimes, un contact potentiel avec les victimes, doivent être formés. Absolument, ça c'est un prérequis absolument nécessaire. Ensuite, deuxième axe, les violences pédocriminelles. Je rappelle quand même ce chiffre absolument essentiel. 165 000 enfants sont violés chaque année en France. 165 000 enfants. On estime que c'est à peu près 2 enfants par classe qui seront violés avant leurs 18 ans. Donc c'est assez insoutenable. Et on sait ce qu'il faut faire. Dans tout ce qui c'est cette histoire de violence, on sait ce qu'il faut faire. Il y a un rapport qui est absolument central, qui est le rapport de la Civise. 500 pages exhaustives qui dit exactement ce qu'il faut faire. Alors on a repris un certain nombre de recommandations de la Civise. Alors la première des recommandations, c'est la détection systématique. On doit poser la question aux enfants de façon systématique et surtout après que ça suive, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de proposer quelque chose à l'enfant et surtout de le mettre à l'abri. Et ça passe effectivement par une détection systématique par les professionnels de santé, par les professionnels de l'éducation nationale, sans quoi on n'y arrivera pas. Détection systématique, soutenir les parents protecteurs. Aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires quand une mère dénonce l'inceste d'un père. Aujourd'hui, pour soustraction d'enfants, il faut que ça cesse. On doit pouvoir signaler des violences pédocriminelles sans être inquiété par la justice. La lutte contre la pédocriminalité en ligne qui est extrêmement importante avec une explosion de contenu pédopornographique en ligne. Et un avocat spécialisé dès le début de l'enquête pour que l'enfant soit accompagné et également un enregistrement des auditions pour éviter ce qu'on appelle la victimisation secondaire. La victimisation secondaire, ça veut dire que finalement le parcours judiciaire est une épreuve et une revictimisation du fait de prise de plainte inappropriée, d'interrogatoire, de demande de récit et encore un récit, de se confronter à nouveau à l'épreuve du récit, c'est une revictimisation secondaire. Donc ça, c'est un des premiers thèmes qui nous semble absolument important. Et peut-être que vous avez entendu, mais moi j'ai parlé de violence masculine. Pourquoi j'ai parlé de violence masculine ? Souvent on parle de violences faites aux femmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Il y a davantage d'enfants aujourd'hui en France victimes de violences sexuelles que de femmes. Par contre, sur la question des auteurs de violences sexuelles, c'est à plus de 97 ou 98% des hommes. Et donc, pour ne pas oublier les enfants, je préfère le terme de violence masculine. Ensuite, sur la question des violences plus généralement sur les personnes majeures, on est sur une extrême majorité, une très grande majorité bien sûr de femmes. Et donc là, on a pris l'ensemble du parcours que vivent les victimes. On est reparti et vraiment de la question de leur parcours. Donc la première étape, effectivement, c'est de développer un certain nombre de mesures sur, on le répète, la détection, l'identification des violences. C'est absolument essentiel, c'est exactement comme pour les enfants. Il faut prévoir cette détection et cette possibilité d'accès aux soins par le développement de CRP, qui sont des centres de traitement des psychotraumatismes. Et également
une politique de mise à l'abri. Ça ne concerne pas que les femmes victimes de violences conjugales. Il faut savoir que dans l'extrême majorité des violences sexuelles, vous connaissez votre agresseur. Ça peut être votre patron, ça peut être votre conjoint. Il y a beaucoup de viols conjugaux. Donc, il y a une question de mise à l'abri et d'avoir ce réflexe de protection des victimes. Ensuite, si on parle du parcours judiciaire, je vais aussi aller très vite parce qu'on a beaucoup de mesures. Parcours judiciaire, une spécialisation à toutes les étapes. Il est absolument inique de voir comment fonctionne aujourd'hui la prise en charge dans les commissariats. Alors, et ça change tout. Et on a des retours du terrain où quand vous avez un policier qui est formé à la prise de plainte et puis un policier qui est profondément sexiste, ça change absolument tout et c'est l'étape absolument clé pour la suite de la procédure. Donc formation initiale et continue et prise en charge par des personnes formées systématiquement et obligatoirement. Et ça, c'est absolument nécessaire parce que, juste un petit rappel sur les plaintes, sur la victimologie, j'ai parlé des 165 000 enfants qui sont violés chaque année en France. Au niveau des personnes majeures, les derniers chiffres annoncent 158 000 personnes majeures, 9 sur 10 sont des femmes, qui sont violées chaque année en France. Et on a 22 000 plaintes. Et une des raisons du faible nombre de plaintes, c'est la peur des représailles. Donc la mise en sécurité, la mise à l'abri est absolument essentielle pour déclencher les plaintes. Ensuite, la partie judiciaire, chiffre absolument terrible, 9 plaintes sur 10 sera classée sans suite. Et ça, c'est absolument un scandale, puisque ces plaintes sont classées sans suite sans même de motivation. Je suis aussi à la commission violence du Haut Conseil à l'égalité, on a fait des auditions et en fait on a des cas où même l'accusé n'est même pas entendu. C'est-à-dire que le truc est classé, il n'est même pas convoqué. Il n'est même pas convoqué pour être entendu, c'est classé directement. Donc on demande qu'il y ait une liste obligatoire, minimale, avant un classement sans suite. Et donc, convoquer la personne incriminée, ça en fait partie. Ça me semble absolument évident que et après, il y a un certain nombre de choses. Examen du téléphone portable qui recèle beaucoup de choses en termes de stratégie coercitive des agresseurs. Ça me semble extrêmement important. Donc, et aussi l'information des victimes. En fait, la plupart du temps, quand vous portez plainte, vous avez aucune nouvelle. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il se passe rien. On veut systématiquement avoir les PV d'audition et après, une réaction de la justice qui nous dise où on en est et que ces classements sans suite soient modifiés, qu'il y ait des objectifs de faire baisser ces chiffres des classements sans suite. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation absolument absurde où, avec 150 000 victimes, on a dit aux femmes, depuis MeToo, depuis 2017, il faut que vous parliez. Elles ont parlé. On a commencé, elles ont toujours parlé, tout à fait, elles ont toujours parlé. Depuis 2017, on commence à les écouter et on leur a dit, ah oui, non mais pas de tribunal médiatique, vous vous souvenez de cette rengaine, il faut que vous portiez plainte. Et depuis 2016, il y a eu un triplement du nombre de plaintes, elles sont passées de 7 000 à 22 000. Génial. C'est pas suffisant, mais elles ont augmenté. Il y a toujours 1000 condamnations en cour d'assises par an, c'est-à-dire une stagnation. Donc en fait, le nombre de classements sans suite en pourcentage a augmenté. Si vous faites le calcul, vous avez un triplement du nombre de plaintes, une stabilité des condamnations. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation absolue de déni de justice pour ces femmes qui portent plainte. Et donc on demande un parquet spécialisé contre les violences sexistes et sexuelles qui permettrait d'harmoniser et de piloter cette politique volontariste sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis je termine. J'ai parlé là beaucoup du viol, mais dans ce livret, on a voulu n'oublier personne et donc on traite de l'ensemble des violences sexistes et sexuelles. Donc on traite aussi des violences gynécologiques et obstétricales, qui est un vrai sujet avec des viols gynécologiques et obstétricales. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire d'Araï, d'un gynécologue qui commettait des viols
gynécologiques et on attend encore la justice. Les violences sexuelles au travail, puisque l'impunité des violences sexuelles, c'est avant tout du fait d'une situation de pouvoir qui est nécessairement possible par le lien de subordination au travail. Donc clairement, les violences sexuelles au travail ne doivent pas être un angle mort de nos politiques publiques. Les mutilations sexuelles et les mariages forcés sont également traités dans le livret. La question de l'exploitation sexuelle, qui est particulièrement prégnante chez les mineurs, mais chez les majeurs aussi, donc avec les problématiques de proxénétisme dans la prostitution et dans la pornographie. Et puis la question des cyberviolences sexistes et sexuelles. On parle beaucoup aujourd'hui des masculinistes et on voit qu'il y a une explosion des raids de harcèlement sexuel en ligne, sexiste en ligne. Et là aussi, on a des propositions sur la régulation des plateformes pour faire cesser ces discours de haine. Donc on a un gros programme et ce sera ma conclusion. Donc on arrive avec ces 140 propositions et je ne sais pas si c'est l'effet Mazan ou autre, mais on a une réponse. On a une réponse politique aujourd'hui. On a une coalition parlementaire de 80 parlementaires aujourd'hui. Donc la coalition de la loi intégrale, c'est 80 parlementaires rassemblés de façon transpartisane sur 9 groupes. Gauche et droite, voilà. Donc c'est déjà une bonne chose et donc on avance avec une collaboration où ils nous écoutent, enfin j'espère en tout cas. Il y a déjà eu 4 réunions, la constitution de groupes de travail, plus de 20 auditions. Et ce travail parlementaire devrait permettre, en s'appuyant sur le travail des associations, de faire une proposition de loi d'ici quelques mois. Alors, si vous voulez soutenir cette initiative, une solution, nous avons une pétition en ligne. Il y a déjà 100 000 signataires sur cette pétition. Nous devons vraiment faire monter le sujet, parler de cette coalition, parler de cette initiative parlementaire pour que on puisse effectivement faire voter, malgré l'incertitude parlementaire actuelle et gouvernementale en cours, de faire voter cette loi de façon transpartisane, ça nous semble absolument essentiel. Et en parallèle de ce travail parlementaire qui a été constitué depuis plusieurs mois, Aurore Bergé, donc la ministre de l'égalité femmes-hommes, a décidé d'avoir aussi de proposer cette fois-ci un projet de loi avec alors un périmètre un peu plus large. Ça ne sera pas que les violences sexuelles, ce sera toutes les violences sexistes et sexuelles, violences conjugales inclus. Donc le périmètre est différent. Donc pour l'instant, on attend de voir, mais elle a dans l'idée de proposer une politique. Et là aussi, bien sûr, on attend de voir ces propositions, mais la nécessité de les financer est absolument essentielle et on ne se satisfera pas de saupoudrage comme on l'a vécu jusqu'à présent. On a besoin vraiment d'une politique avec des moyens financiers qui soient des mesures législatives, des mesures réglementaires et des mesures de politique publique pour accompagner les associations et faire un vrai travail de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors merci Céline, j'ai envie de dire que dans ta conclusion, j'entends le verre à moitié plein ou à moitié vide parce que effectivement, il y a ce travail colossal qui a été fait. Maintenant, à savoir comment la ministre en l'occurrence, mais le gouvernement dans son ensemble vont se saisir de cette problématique qui ne date pas d'aujourd'hui. J'attends de voir. J'espère que le parlementaire qui est dans la salle, mon cher collègue Sébastien Peitavi, fait partie de cette coalition, mais je n'en doute pas, parce que en fait, en t'entendant, je me disais, il faudrait pas que le public croie que cette loi, elle existe déjà. Ça n'est qu'une proposition qui vient de beaucoup de structures, mais la loi n'existe pas en France, contrairement à ce qui vient de nous être expliqué par Carole Vignals auparavant. Donc je vais maintenant donner la parole à Sarah Durocher qui va, je l'imagine déjà, nous parler largement des baisses de subventions, mais aussi nous parler peut-être de l'impact de l'extrême droite sur la question des droits des femmes, puisque tu l'as dit, c'est une coalition transpartisane qui va de la gauche jusqu'à la droite, mais on le sait bien, l'extrême droite n'est pas l'amie des femmes et ne défend pas les droits des femmes
contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de femmes qui votent extrême droite. Et je pense qu'on a ce travail d'éducation populaire à faire à leur égard pour leur expliquer que ça n'est pas l'extrême droite qui va défendre leurs droits demain, parce que nos droits, il faut le savoir, mesdames, sont attaqués de toutes parts. Il y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis, où un ministre vient de dire que il faudrait supprimer le droit de vote pour les femmes, ce qui est quand même, enfin, on n'en revient pas d'entendre ça aujourd'hui en 2025. Donc, Sarah, j'aimerais que tu nous expliques tout ce qui est en train de se passer au niveau, effectivement, de ce qu'on peut qualifier de prévention, c'est-à-dire d'éducation, et comment les EVARS, l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, sont accueillis par les parents, notamment par les familles à l'éducation nationale, puisque c'est une mesure qui va se mettre en place à la rentrée, si toutefois les enseignants et enseignantes sont formés pour mettre en application ces propositions. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation, Pascal. On a vécu un moment fort sur la constitutionnalisation ensemble de l'avortement. Et donc, je suis très contente, évidemment, d'être là. Moi, juste pour dire un petit peu, j'aime bien parler de d'où je suis. C'est donc moi, je suis présidente du planning familial. C'est une association qui commence à vieillir puisqu'elle va avoir 70 ans l'année prochaine. C'est une association militante, féministe, d'éducation populaire avec 82 associations et on accueille 500 000 personnes par an et on intervient auprès de 150 000 jeunes. On est un des réseaux qui fait le plus d'interventions scolaires, d'où ma légitimité à en parler. Et pour moi, c'est important de vous dire les chiffres parce que la conséquence des baisses de financement, c'est pas juste enlever des financements au planning familial, c'est directement attaquer les actions du planning familial et attaquer les publics du planning familial qui parfois sont des publics qui sont le plus éloignés du droit, mais pas que. Mais en tout cas, on sait très bien que les politiques conservatrices, les premières victimes, c'est les personnes évidemment qui sont les plus pauvres. Moi, j'aime pas parler de précarité. Il y a des gens pauvres en France et que je pense qu'il faut le nommer. Et plus particulièrement l'appauvrissement des femmes, qui est quelque chose qui est en train de monter et qu'on voit sur le terrain. Alors, juste, j'ai essayé de faire 3 chapitres. Je vais vraiment essayer de tenir les 10 minutes pour aussi vous donner la parole et peut-être répondre aux questions. Juste vous dire un petit peu, l'éducation à la sexualité, donc le planning familial s'inscrit dans la coalition dont Céline vient de vous présenter. Et c'est vrai que nous, on a voulu amender beaucoup sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui date de 2001. C'est une chance. En fait, c'est une revendication des féministes du monde entier, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce que évidemment que c'est une opportunité de connaître ses droits, de connaître son corps, de lutter contre les violences. Donc c'est vraiment un levier pour nous qui est vraiment hyper important. Et donc il y a un peu plus de 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 15% des jeunes qui avaient eu de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie ont attaqué l'État sur la non-application de la loi, puisqu'on faisait le constat qu'il y avait seulement 15% des jeunes, en sachant que nous, on intervient dans 3600 établissements, mais qu'on refuse autant de demandes. Ça veut dire que les gens veulent de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que ça soit les enseignants, que malgré ce qu'on pense, les parents aussi en veulent, et évidemment, les jeunes, les personnes concernées ont aussi cette envie-là. Donc nous, on a porté plainte, on doit avoir le résultat du tribunal à la fin de l'année. Donc je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Mais en tout cas, on a demandé des explications d'une politique française depuis 20 ans, qui a la chance d'avoir une loi, mais que rien n'est appliqué derrière. Et donc, c'est un exemple même de politique publique. Ça veut dire qu'on a une chance d'avoir cette loi, mais que derrière, l'État ne met pas forcément les moyens. Suite à ça, Papendai s'est dit, tiens, on va faire un programme. Donc, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que là, il doit y avoir la mise en place d'un programme. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun financement associé. Donc, c'est un petit peu gênant quand même. Ça veut dire qu'on a une loi, on a un programme, et en même temps, on a un collectif d'associations qui est le collectif pour une meilleure éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est composé d'associations de terrain, parce qu'il n'y a pas que le planning familial qui intervient, il y a plein d'autres associations. Il y a des syndicats, il y a des parents d'élèves, il y a des syndicats de jeunes aussi, pour mettre en place directement, donc on a fait 46 recommandations par rapport à ça, et donc on a évalué le chiffrage de combien ça coûterait à l'État de mettre en place les 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle,
à 620 millions d'euros. C'est rien sur un budget d'État. Par rapport à tous les coûts que, évidemment, de ne pas avoir d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle coûte, ce n'est rien du tout. Donc on a fait beaucoup de plaidoyers, on a fait beaucoup de recommandations, et aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Le planning familial, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, n'a jamais été reçu par le ministre de l'Éducation nationale, n'a jamais été reçu par le ministre de la Santé, parce que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est des enjeux qui sont sur la question des stéréotypes de genre, qui sont aussi sur la question de la santé, et qui sont évidemment aussi sur la question, c'est très interministériel finalement, c'est très complet, et aujourd'hui c'est un enjeu qui est quand même très très important. Le truc, c'est que dès que le programme est sorti, il y a eu une espèce de panique morale. Alors, il y en a eu vraiment une offensive des conservateurs, et vous avez peut-être vu ça autour de vous. Ça veut dire qu'il y a eu les parents vigilants, il y a eu les mamans louves, il y a eu pas mal de mobilisation autour de ça. Le programme est quand même sorti, mais ça a été une bataille pas possible, puisqu'en fait, ce qui dérangeait, c'était le mot genre, c'était le mot de personnes transgenres, et évidemment, c'était juste de nommer les mots du corps humain. Donc ça veut dire quand même qu'on en était là, et on s'est bien rendu compte qu'en France, on avait quand même encore pas mal de chemin à faire sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun budget pour faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. On n'arrête pas de questionner, mais on n'a aucun budget. Comme je vous dis, c'est 620 millions. Et je vous le dis, les associations, elles font des interventions avec pas beaucoup d'argent. On travaille vraiment avec pas beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment très très peu. Et l'objectif, c'est pas juste que les associations le fassent, c'est aussi de former les enseignants pour repérer les violences, pour évidemment être informés et pourquoi pas co-animer des séances. Sauf qu'aujourd'hui, il y a aucun moyen. Il y a eu un webinaire qui a été fait apparemment, mais en fait, les enseignants se disent ne pas savoir comment faire, ce qui est complètement entendu, alors que les associations ont cette expertise-là, peuvent partager, peuvent former, et que on n'a aucun moyen. Si on avait encore les moyens, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a des baisses de financement. Il faut quand même se dire que jusqu'au 1er août, les associations, et pas que le planning familial, nous avions 0 qui était tombé sur le compte. Aucun arbitrage financier était fait. Donc, on a eu des non-renouvellements de CDD, des loyers qui n'étaient pas payés, des licenciements, des actions qui se sont terminées. Et on vit vraiment quelque chose en termes d'associatif, là, de très fragile. Ça veut dire que déjà on demandait plus et on n'avait pas, mais en plus là on vit des baisses de financement des collectivités territoriales pour beaucoup, un petit peu de l'État via les agences régionales de santé, mais on a vraiment des collectivités qui profitent aujourd'hui d'enlever des financements aux associations, et je pense pas qu'aux associations féministes, je pense aux associations en général qui sont quand même des lieux collectifs, des lieux d'information, d'échange, et c'est vraiment un projet de société qui est re-questionné en s'attaquant directement aux associations, que ça soit la culture, comme dans les Pays de Loire où il y a eu des baisses de financement drastiques. Donc il y a vraiment des choix politiques qui sont mis en place par rapport à ça. Juste pour un exemple pour le planning, aujourd'hui ce qu'on nous reproche c'est d'être des militantes. Ça veut dire, on nous dit, oui, le planning familial quand même il est un peu trop militant, donc on va enlever les sous, il faudrait que le planning familial soit neutre. Alors je ne sais pas qui définit la neutralité, je ne sais pas ce que c'est être neutre, mais en tout cas c'est aujourd'hui des attaques qui sont faites. On nous a reproché aussi d'avoir appelé à voter le NFP. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, le planning, il prend des positions en politique. » Mais nous, on a pris position pour le NFP parce qu'on sait que si le RN arrive au pouvoir, on est les premiers qui vont sauter. Donc on n'avait pas tellement le choix en termes de projet de société, puisque c'est de ça dont on parle. Voilà, il y a quand même beaucoup d'attaques qui sont faites aujourd'hui. On a vraiment un retour de bâton qui est très puissant envers les féministes et envers les associations féministes, avec, comme le disait je ne sais plus qui, une montée des masculinistes et vraiment une attaque frontale au féminisme, mais que ça soit en France, en Europe et dans le monde. Moi, je voudrais juste te dire quand même que ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe en Italie, la France, il n'y a pas d'exception. L'extrême droite, c'est le même projet politique. Et moi, j'en profitais parce que j'étais à la table ronde d'avant. C'est vrai que le planning familial est très attaqué. Moi, je suis la cible de menaces très régulières, d'attaques très régulières. C'est mon portail qui va être repeint. C'est des messages assez harcelants. Voilà, donc c'est des choses qui existent. L'extrême droite, elle est déjà là, en fait. Elle a toujours été là. Sauf que là, elle a un boulevard. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que la question des droits sexuels et reproductifs, c'est la première chose qui est attaquée. C'est les femmes, les droits des personnes LGBTQIA+, l'avortement et la contraception. En Pologne,
Il y a un mec, en 3 mois, il a re-questionné l'avortement. C'était vraiment sa cible, hein, c'était vraiment ça. Donald Trump, c'est tout à fait la même chose. Donc c'est vraiment des projets politiques qui se confrontent. C'est pas juste des féministes qui se bataillent avec des jeunes d'extrême droite. C'est vraiment des projets politiques qui se confondent. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à défendre autour de ça. Même si on a gagné la constitutionnalisation, aujourd'hui, il y a 25% des femmes qui sont obligées d'aller dans un autre département pour avorter. Donc c'est très bien d'IVG dans la Constitution. Ça a été une victoire féministe qui a été très importante. Même si l'écriture nous convenait pas, ça a été une victoire qui a donné de l'écho au monde entier en se disant aujourd'hui c'est possible. On va aller en Espagne dans pas longtemps pour essayer d'aller travailler avec des parlementaires, de faire des propositions de loi et d'avancer là-dessus. Mais il y a vraiment cet enjeu aujourd'hui de pouvoir, il faut gagner, il faut avoir des victoires. Je sais plus qui le disait juste avant. Mais je vous assure que d'IVG dans la Constitution, j'ai juste pensé que l'extrême droite était en PLS, mais totalement. Et je pense qu'il faut leur donner des défaites. Il faut absolument leur donner des défaites. Et la dernière chose, c'est que l'extrême droite n'est pas féministe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Pierre-Édouard Stérin et plein d'autres, on a l'impression finalement que ils sont contre les violences faites aux femmes. Ils se disent même défenseurs des femmes. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir par rapport à ça, parce qu'ils ont les moyens financiers, nous on n'en a pas, clairement. Et c'est vraiment des militants, c'était Laurence Rossignol qui disait, qui reprochait sur l'écriture inclusive, on lui reprochait son militantisme, et elle leur a rétorqué, mais c'est vous les militants aussi. Ça veut dire ne pas oublier que nous on est des militants qui sont progressistes, qui sont du beau côté de l'histoire, et eux malheureusement ils sont du mauvais côté de l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Merci Sarah. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va s'autoriser à une quinzaine de minutes. Si vous voulez réagir, poser des questions à nos intervenantes. Alors, comment on va faire avec les micros? Je ne sais point, mais je vois le technicien qui court vers nous. Merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez vous avancer sur le devant de la scène. Hein. J'ai vu à la table ronde précédente, voilà, vous pouvez, parce que le fil n'est sans doute pas assez long. Voilà, bonjour. Je vais me présenter très vite. Je suis présidente du CIDFF qui intervient sur ce département et sur le département voisin dans l'Indre-et-Loire. Je vais être encore plus pessimiste que toi, si tu permets le tutoiement. À l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas le versement de l'État pour assurer les 14 salaires que je dois verser aux intervenantes qui militent tous les jours et qui reçoivent tous les jours des personnes victimes de violences. Le cri d'alarme qu'on voudrait faire, je suppose qu'il nous est commun bien sûr, c'est le coût social de ce non-versement à la fois de la baisse des subventions mais du non-versement. C'est-à-dire que, tu l'as évoqué, on est en phase de licenciement, certains CIDFF ont même fermé, et on laisse sur le carreau, et c'est là-dessus qu'il faut insister, des milliers de femmes qui attendent d'avoir accès gratuitement, puisque ce sont nos missions aussi de les accueillir gratuitement. On laisse sur le carreau des milliers de femmes l'heure qu'il est. Donc le cri d'alarme, c'est vers les politiques, et notamment ceux de gauche, les parlementaires de gauche, qu'évidemment nous sollicitons beaucoup en ce moment, pour faire avancer et porter ce message-là. Franchement, j'ai aucun espoir envers ce gouvernement qui est en place aujourd'hui, et j'ai assez peu d'espoir pour celui qui risque de nous arriver dans les quelques jours, semaines. Voilà, donc c'est un combat au quotidien. On passe des nuits à moins bien dormir qu'avant, parce que à la fois intellectuellement, c'est pas satisfaisant du tout de laisser des femmes sur le carreau, et aussi au quotidien, les salariés que nous avons avec nous. Voilà, c'était un témoignage, mais un cri d'alarme. Soutenez nos associations, venez nous voir et aidez-nous. Juste, évidemment, le planning FNCDFF et FNSF, on travaille énormément ensemble et c'est la même chose. Il faut savoir aussi que la conséquence, et je sais que Clémence Pajot, la directrice de la FNCDFF, n'a pas beaucoup dormi, et moi non plus, c'est sur la prime Ségur. Ça veut dire que la prime Ségur, c'est une super avancée. Hein. Ça veut dire que c'était une augmentation pour des salaires qui n'étaient pas bien payés. Sauf qu'en fait, c'est sorti au mois d'août. Il fallait payer les salaires de janvier à août sans augmentation de budget. Ça veut dire qu'on a vraiment été en difficulté, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, on a les mêmes budgets alors qu'il y a la prime Ségur.
Donc ça a vraiment mis en difficulté des associations, c'est-à-dire que celles qui avaient un peu de trésorerie, elles s'en sont sorties, et celles qui n'en avaient pas du tout, elles ont été vraiment en difficulté. Donc c'est aussi ça, c'est une année qui a été très dure pour nos associations, avec en effet un épuisement qui est quand même assez important. Et j'ai envie de dire, nous on vit aussi par exemple une crise de gouvernance, parce que on a des conseils d'administration qui n'ont pas envie de venir pour licencier des gens. Je veux dire, il y a aussi quelque chose qui est un peu décourageant sur la question de s'engager, alors que la difficulté, alors évidemment qu'on reste hyper en lutte, c'est pas du tout le problème, mais par contre, c'est vrai que c'est des conséquences directes aussi d'un épuisement d'une année très compliquée pour nos associations. Merci pour ce cri d'alarme. Il y a une autre personne qui veut intervenir. Allez-y, approchez-vous si vous souhaitez intervenir. Faites la queue. Bonjour, Anne-Marie Pousset, je préside une association. Ça marche pas, peut-être plus près. Je préside une association contre les violences intrafamiliales et les violences de genre, et ça se réfère plutôt à votre exposé. J'ai un certain nombre d'actions. On a notamment lancé un festival contre les violences faites aux femmes, en partant du constat que la plupart de ces violences, lorsqu'elles sont en centre-ville, reçoivent un certain écho, une certaine aide. Par contre, en milieu rural ou à la périphérie, dans les quartiers prioritaires, il ne se passe rien. Donc, on a mis sur pied un festival de cinéma qui s'appuie sur des films pour traiter de la question en présence de spécialistes, avec un débat avec les spectateurs. Alors, j'ai quand même été un petit peu alertée par l'une de ces séances où j'avais invité une compagnie de gendarmerie spécialement formée pour faire face aux violences conjugales. Et l'un des gendarmes, très content, nous explique un petit peu son travail et nous dit, oui, mais parfois les femmes manipulent les enfants contre leur mari. Heureusement, nous sommes formés pour repérer ça. Et le syndrome d'aliénation parentale m'a immédiatement traversé l'esprit. Alors, c'est effectivement un problème, d'autant que les gens se donnent bonne conscience parce qu'ils sont formés. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Ce syndrome n'est plus reconnu qu'en France, à ce que je sache. Il a été formulé en Amérique du Nord par un psychiatre masculiniste. Et pédocriminel. En plus. Il a été enseigné un temps à l'école de la magistrature, mais il ne l'est plus, Dieu merci. Mais il perdure dans l'imaginaire des professionnels. Que peut-on faire ? Alors, peut-être pour expliquer, peut-être à ceux qui ne le savent pas, le syndrome d'aliénation parentale, c'est en fait quand une mère accuse le père de commettre des violences pédocriminelles contre l'enfant, on va faire passer la femme pour folle. C'est double bénéf parce que vous garantissez votre impunité en tant que père incestueur, et puis vous vous débarrassez de la mère à bon compte, et donc il y a une inversion. Et il y a des experts, il y a donc ce monsieur Gartner là, qui est un Américain dans les années 80, qui a inventé ce syndrome d'aliénation parentale, qui permet de faire passer les femmes pour folles et menteuses. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont emprisonnées pour non-représentation d'enfants. C'est-à-dire que la justice se retourne contre elles. Elles ne veulent pas amener l'enfant au père incestueur, puisque la question de la mise à l'abri, je parlais de la mise à l'abri, c'est absolument impossible pour elles de confier l'enfant au père incestueur. Et elles sont condamnées à de la prison. Et la plainte pour inceste est classée sans suite. Et l'enfant n'est pas cru. Et c'est une violence institutionnelle absolument terrible. Quand Laurence Rossignol était ministre en 2016, elle avait fait passer une directive pour cesser d'utiliser ce syndrome d'aliénation parentale. Malheureusement, et c'est dans les propositions de la loi intégrale, on a une question sur les experts de la justice. Aujourd'hui, les expertises judiciaires sont des fois, souvent même, menés par des experts qui sont ouvertement masculinistes, en fait. Il faut être clair, qui vont utiliser ce qu'on appelle ces théories victimaires et qui font une inversion. Donc, j'aimerais bien savoir par qui ces gendarmes ont été formés, parce que là, ils ont été formés au masculinisme, en fait. Et donc, on réclame que les formations soient faites par des associations féministes. Il y a plein d'associations qui forment je connais le CFCV, Collectif Féministe contre le Viol. Je vous jure que s'ils avaient été formés par le CFCV, ils sauraient ce que c'est que le syndrome d'aliénation parentale, et ils n'auraient pas dit cette énormité. Donc, il y a la question de la qualité, que ces formations doivent être
féministes. Et on demande que les expertises judiciaires soient soumis au fait que les experts judiciaires soient formés à la psychotraumatologie, aux mécanismes psychotraumatologiques, et qu'on puisse récuser les experts judiciaires masculinistes qui utilisent ce type de théorie victimaire. Et ça fait partie de nos revendications. Et malheureusement, même si c'est pas aussi ouvertement enseigné qu'il y a quelques années, il persiste encore dans la tête des juges, des magistrats et des experts judiciaires, ces idées des femmes manipulatrices. Mais l'archétype de la femme manipulatrice est un archétype patriarcal, clairement. Et donc, la justice exerce de la violence institutionnelle à l'égard des mères protectrices aujourd'hui quand on parle d'inceste. Merci. Donc, il y a 2 interventions et puis après, nous conclurons cette table ronde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid et j'ai l'honneur avec Pascal de faire partie des gens qui ont fondé la glorieuse organisation L'Après. Je voulais d'abord remercier les intervenantes d'être venues jusqu'ici et pour la qualité de leurs interventions. Et je voulais redire à quel point je trouvais l'exemple espagnol éclairant. Parce que intuitivement, on ne se serait pas nécessairement dit que c'était de l'Espagne que viendrait une forme d'avant-garde féministe, voilà. Bon, je ne reviens pas en détail, mais si c'est inspirant, c'est aussi non seulement parce qu'on voit que la société peut évoluer très vite, que le monde politique peut évoluer très vite, mais aussi parce qu'on voit que les politiques publiques existent, qu'elles ont un effet. Et qu'il y a bien des mesures à mettre en place qui ont un effet immédiat. Je me souviens notamment le fait que les hommes, dès lors qu'il y avait une plainte contre un homme accusé de violence, il était retiré immédiatement du domicile et ça a fait baisser le nombre de féminicides de 30%. Et en même temps, on se dit, mais c'est des choses, il faudrait les mettre en place immédiatement. Bon. Mais ça veut dire aussi que ces politiques existent et qu'elles sont efficaces. Et j'avais juste 2 réflexions sur lesquelles éventuellement peut-être que vous aurez le temps de donner un avis. La première, c'est à quel point aujourd'hui tout le monde fait comme si il ou elle était féministe. Et comme si le féminisme était devenu un enjeu consensuel, en particulier à gauche, que c'était d'ailleurs plus tellement la peine d'en parler, parce que c'était rebattu et que tout le monde était d'accord. Et il me semble qu'il faut redire à quel point ça ne l'est pas, à quel point le combat est toujours aussi indispensable et pas seulement contre l'extrême droite. Et c'est la deuxième chose, c'est l'offensive masculiniste. J'ai parfois l'impression qu'on la sous-estime, y compris dans le monde politique. Je pense qu'on a un petit problème avec le monde politique en France quand même. Et le fait que des fois il y a encore besoin de réexpliquer des choses qui devraient être des évidences, que non, on propose pas une proposition de loi, on s'associe pas à une proposition de loi avec un masculiniste, bon, et qu'on ne devrait pas encore avoir à passer 3 ou 4 heures à expliquer ce genre de choses. Et d'un certain point de vue, les masculinistes ont avancé plus vite que nous. C'est-à-dire, il y a 10 ans, ils étaient sur des grues. Ils sont plus sur des grues. Ils ont bien intégré des éléments de stratégie, des éléments de langage, etc., auxquels j'ai l'impression qu'on a un peu de retard. Non seulement la société française a du retard, non seulement le monde politique a du retard, mais qu'y compris face aux stratégies des masculinistes, on n'est pas très en avance. Et la dernière chose, et ça sera mon dernier mot, c'est que je pense qu'il faut qu'on réinvestisse aussi le terrain hors des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que par certains aspects, on est enfermé dans cette discussion-là et on n'est plus, par exemple, sur le terrain des inégalités économiques, qui est aussi une question majeure. Merci Ingrid. Madame. Oui, bonjour. Je voulais un petit peu questionner sur est-ce que dans votre travail, dans votre rapport, il y a quelque chose sur l'état de la justice ? Parce que on en parle très peu, mais la justice a très peu de moyens en France. Voilà, pour deux chiffres, la moyenne par habitant d'investissement sur la justice, c'est 77 € en France, alors que c'est 136 € en Allemagne. En France, il y a trois procureurs pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est à presque 12. Et ça, les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a des audiences qui se terminent à 2h du matin. Et donc, j'ai eu le témoignage récemment d'un magistrat féministe qui me disait les affaires, effectivement, de violence, plutôt d'agression sexuelle ou de viol, matériellement,
on ne peut pas les traiter. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des classements sans suite qui sont dus uniquement au manque de moyens de la justice. Et donc, effectivement, si on veut agir pour les femmes et pour effectivement que les violences contre les femmes soient punies, il faut aussi agir pour que la justice... En fait, il y aurait besoin d'un doublement des magistrats pour que, et voire plus, mais c'est un minimum. Et il y a eu une centaine de recrutements dans les 2 ou 3 années. Donc on est vraiment très loin du compte et on n'y arrivera pas. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour justement œuvrer dans ce sens? Tu peux répondre? Oui, vas-y. Alors, ce qui est difficile, je vais vous dire un truc un peu provocateur, hein, mais juste en termes de chiffres, hein, 158 000 femmes et hommes, d'ailleurs, personnes majeures victimes de viol en France. Il y en a 22 000 qui portent plainte. Et il y a 1000 procès. 1000. D'accord? Donc en fait, mathématiquement, faites le calcul, c'est par 150 qu'il faudrait multiplier le nombre de procès si on voulait que 100% des viols soient jugés en France. La difficulté, c'est que le viol est un crime. Donc ça nécessite effectivement des moyens au niveau de l'instruction jusqu'au procès en cour d'assises. Et en même temps, c'est un crime de masse. C'est un crime de masse. Et malgré le fait qu'il y ait moins de 1% des viols qui sont jugés, moins de 1%, donc 1000 sur les 150 000, et ben malgré cela, ça correspond à 62% des cours d'assises. Ça remplit déjà les cours d'assises, c'est 1% de viol. Donc comment on fait pour juger un crime de masse? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors heureusement, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'une loi intégrale, c'est qu'en fait, ce qu'on espère aussi, hein, c'est que en augmentant les moyens de la justice et en diminuant le sentiment d'impunité, le nombre de viols baisse. Voilà, on n'arrivera jamais à faire 150 000 cours d'assises par an, matériellement parlant en fait, en réalité, il faut pas se leurrer. Mais par contre, de faire cesser ce sentiment d'impunité qui fait que les hommes pensent qu'ils peuvent violer sans être poursuivis et sans, voilà, c'est les violeurs de Mazan, en fait, ils étaient tranquilles, en fait. Ils se sentaient légitimes à violer. Et donc, la honte doit changer de camp. L'éducation, la sensibilisation, etc., doit faire baisser ces chiffres-là. Mais, logiquement, même à court terme, il faudrait monter énormément le nombre d'enquêteurs et le nombre de cours d'assises. Ensuite, par contre, il y a des mauvaises solutions. Et je vais vous dire, les mauvaises solutions, c'est une justice au rabais. Donc on a déjà les cours criminelles départementales, donc il n'y a plus de jurés populaires. Mais ça aboutit aujourd'hui à des déqualifications parce qu'aujourd'hui, les cours criminelles départementales, c'est 20 ans maximum. Donc en fait, typiquement dans le procès Mazan, on aurait pu retenir viol avec acte de torture et de barbarie. Elle a été torturée avec des pinces, Gisèle Pellicot. Ça n'a pas été retenu parce que vous dépassez les 20 ans. Et donc, il faut passer en cour d'assises avec un juré populaire. Ça, c'est la première fois, c'est une façon de faire des économies. Autre économie, c'est ce qu'on appelle les correctionnalisations. C'est un viol, il y a pénétration, mais on va juger ça en correctionnel comme une agression sexuelle. Et vous avez des victimes qui voient leur violeur condamné à 3 mois avec sursis. Et c'est la justice expéditive. Et puis, dernière invention de Gérald Darmanin, il a annoncé la procédure de plaidé coupable. Alors là, c'est le pire. C'est la justice de couloir, c'est la justice de classe, parce que clairement, un Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis, s'il n'a pas été condamné, c'est parce qu'il avait de l'argent, le meilleur avocat, et qu'il a trouvé un accord avec le procureur. Et donc, c'est une négociation entre le procureur et l'avocat de l'accusé. Et la victime, pour elle, elle est exclue. Où est le droit des victimes si on va vers le plaidé coupable? Et Darmanin, vu l'explosion du nombre de plaintes, veut faire le plaidé coupable et j'espère que la gauche sera là pour dire que non, on ne fera pas des économies sur le dos des victimes et qu'il va falloir qu'on se mobilise contre ce plaidé coupable qui est un déni de justice absolument insupportable. Donc il faut des moyens et il faut pas brader la justice contre les violences masculines. Merci Céline. Donc ça sera ton mot de conclusion. Je vais donner la parole à Sarah. Je suis désolée, mais on doit rendre la salle et on doit clore cette table ronde.
Ouais, Mais juste, on peut discuter avec vous après. Voilà. Non, moi, le cri d'alarme est le même que sur les FNCIDFF. Ça veut dire on va mal accueillir les gens à un moment donné. Ça veut dire qu'on a vraiment des baisses de financement qui sont très importantes. Et en effet, je pense que on a besoin de sous en fait. Enfin, je pense que c'est hyper concret sur la question des violences. Moi, je voulais dire parce qu'on est dans une instance politique aussi ici. Enfin, on est sur un temps politique. On est plusieurs à faire la tournée des universités d'été pour aussi amener ces sujets qui sont pas des petits sujets. Et ça devrait être des sujets qui devraient être dans la grande salle en fait. Non, mais je le dis, pardon, mais et pas à 12h30. Non, mais je le dis parce que c'est pas du tout. On sait que j'ai pas la langue dans ma poche, mais c'est quand même dingue qu'il y ait une montée de l'extrême droite et qu'on sait que la première chose qui va être attaquée, c'est les féministes. Enfin, je veux dire, nous, mais c'est quand même dingue que ça soit un petit sujet. Et c'est là où je veux en venir, juste pour compléter un peu ce que disait la personne de l'après, c'est qu'en fait, moi, j'ai milité pour me dire, aujourd'hui, avec les élections européennes, on est passé de 15 à 35% de vote RN chez les femmes. On a raté quelque chose là. Hein. Enfin, on a tous raté quelque chose en fait. Et je pense qu'il y a vraiment, et c'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet en fait, la question des violences. Ça devrait être un des sujets au municipal. Il faudrait que ça soit des sujets au présidentiel. Les droits sexuels et reproductifs, on parle de vie et de mort de femmes. Moi, je le dis concrètement. Il y a quand même tout dans le monde. Il faut quand même se dire, moi j'aime bien dire ce chiffre, toutes les 9 minutes, il y a une femme qui meurt d'un avortement non sécurisé. Et c'est de pire en pire. Les femmes américaines viennent au Mexique pour avorter. C'est complètement fou. Donc je dis aussi aux partis politiques que c'est pas un petit sujet. Moi j'ai vu les débats sur les européennes, j'ai eu les débats sur la dissolution. En tant que femme, je me sens pas concernée parce que c'est un sujet, c'est un petit sujet qu'on met à un endroit parce qu'un jour on va avoir un journaliste qui va poser la question. Et je pense que comme en Pologne, comme partout, on a vu qu'à chaque fois que l'extrême droite est arrivée, il y avait une mobilisation forte des femmes. Les révolutions se sont faites par les femmes dans beaucoup de moments. Et je me dis simplement que le vote des femmes, c'est quelque chose qui peut aussi basculer et qui peut être contre l'extrême droite. Il faudrait que nos partis politiques en aient bien conscience et qu'ils en fassent un vrai sujet. Merci Sarah. Donc je remercie les 3 intervenantes pour tout ce qu'elles nous ont apporté comme matière pour continuer la lutte, pour s'organiser, pour résister et pour faire du lien entre toutes et tous. Merci à vous.